Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer de nouveau à la mythologie et plus particulièrement aux créatures qui sont souvent la base et les protagonistes des plus grandes légendes qui ont traversé les millénaires pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous présenter une dizaine de créatures, j'ai évidemment choisi ceux que j'affectionne le plus, même si, faut être honnête, j'aurais pu en rajouter beaucoup d'autres, le choix a été bien trop compliqué. Et on va commencer avec une créature que je trouve fascinante, je parle bien sûr des chiens noirs. Ces créatures font partie du folklore de presque toutes les régions de l'Angleterre. La Belgique a cependant sa propre variante. Malgré les différences régionales, la plupart des chiens noirs sont censés être aussi grands qu'un veau, avoir des yeux rouges grands comme des soucoupes et un pelage hirsute. Ils hantent les routes, les carrefours, les cimetières et les gibets anciens, c'est-à-dire les lieux associés aux superstitions et aux événements étranges. Certains chiens noirs sont supposés apparaître pendant des tempêtes électriques. Par exemple, une girouette du Bungay Market, Suffolk, montre un chien noir, le molosse noir et un éclair. Le dimanche 4 août 1577, quand l'église de Saint-Marie était pleine de fidèles, une tempête terrifiante s'était mise à secouer la bâtisse. Brusquement, un immense chien noir illuminé par les éclairs était apparu dans l'église et avait attaqué de nombreuses personnes de ses crocs et de ses griffes. Pour la plupart des témoins, la bête était un chien des enfers, émissaire du diable. On va enchaîner avec le griffon, qui est pour moi une créature qui me fait rêver depuis que je suis petit. Le plus souvent, la bête a le corps d'un lion et la tête, les ailes, les pattes et les serres d'un aigle. Censé être la progéniture du roi des bêtes et du roi des oiseaux, le griffon était considéré comme particulièrement puissant et majestueux. Une légende dit qu'Alexandre le Grand avait harnaché 8 griffons à une nacelle dans laquelle il s'était élevé jusqu'au ciel. Comme les dragons, les griffons étaient censés garder des trésors et les défendre férocement. Souvent représentés dans les bestiaires, les griffons étaient des emblèmes de courage royal, signification héraldique qu'ils ont gardée. Dans le christianisme médiéval, la combinaison bête terrestre et oiseau du griffon en a fait un symbole des qualités humaines et divines du Christ, décorant souvent les églises. Passons désormais à un duo de créatures qui ne nous veut pas du bien, l'incube et le succube. Un incube est un démon mâle qui attaque les femmes, d'habitude lorsqu'elles sont couchées, les violant ou les excitant pour qu'elles acceptent les rapports sexuels. La victime ne se réveille pas, bien qu'elle puisse éprouver la rencontre dans ses rêves. Le succube est la contrepartie féminine de l'incube. À la différence de l'incube, qui a l'apparence d'un démon hideux dans la plupart des représentations médiévales européennes, le succube prend l'aspect d'une femme belle et désirable, parfois munie d'ailes de chauve-souris ou de caractéristiques démoniaques, cornes, queues, sabots et crocs. La plus ancienne mention des incubes et des succubes est présente dans la mythologie sumérienne vers 3000 avant Jésus-Christ. Les Lilitu étaient des esprits nocturnes du vent et de l'orage, prédateurs très portés sur le sexe. Passons désormais à des créatures de la forêt et plus particulièrement les nymphes. Dans la mythologie grecque, les nymphes sont des esprits féminins associés à des lieux particuliers ou à des fonctions spécifiques de la nature. Souvent, elles font partie du cortège de l'un des dieux olympiens, surtout d'Artémis, déesse de la chasse. En apparence, les nymphes sont des filles jeunes, belles et douces. Bien qu'elles aient une longue vie, elles ne sont pas immortelles et leur vie s'achève à la mort de l'objet naturel auquel elles sont rattachées, par exemple un arbre. Souvent vénérées dans des grottes et des sanctuaires naturels, les nymphes personnifient les pouvoirs féconds et créatifs de la nature, comme les flots d'eau douce, donneuses de vie des sources. Chaque aspect de la nature a un type propre de nymphe. Nous avons bien sûr les nymphes marines, les néréides sont similaires aux sirènes. Les 3000 océanides, nymphes des océans, sont les filles des titans Océanos et Thétis. Nous avons également les nymphes terrestres qui sont liées à des emplacements géographiques particuliers. Les Oréades, habitantes des montagnes et des ravins, accompagnent souvent Artémis à la chasse. Les Alcéides protègent les bocages et les bosquets. Les Auloniades vivent dans les pâturages et les vallées montagneuses, participant souvent au cortège de Pan. Et bien sûr, nous avons les nymphes sylvestres qui sont identifiées à des espèces particulières d'arbres. Souvent, leurs corps deviennent un élément de l'arbre qu'elles habitent. Les dryades sont associées aux chênes, les amadryades aux noyers, aux ormes et aux figuiers, et les méliades aux frênes. Laissez-moi vous raconter tout de même une petite légende de la mythologie grecque, et ouais, je me fais plaisir.
Ovide raconte l'histoire de Daphné, la nymphe devenue laurier. Le dieu de l'amour, Eros, touche de sa flèche Apollon, dieu du soleil, le faisant tomber amoureux de Daphné, fille du dieu fleuve Pénée. Suivante d'Artémis et vouée à la chasteté, Daphné s'enfuit devant son poursuivant. Quand Apollon est sur le point de l'attraper, Daphné appelle son père à l'aide. Au moment où le cri quitte ses lèvres, sa peau devient écorce, ses cheveux, feuilles, ses bras, branches et ses pieds, racines. Serrant dans ses bras le beau laurier, Apollon le déclare sacré et arbore sur son front une couronne tressée de ses feuilles. Désolé, j'étais obligé de vous parler de cette légende, je la trouve absolument magnifique. Restons dans le côté nature, mais prenons le chemin des océans avec les sirènes. Les sirènes, créatures aquatiques légendaires, apparaissent dans la mythologie des peuples du monde entier depuis la nuit des temps, et à mon avis ce n'est pas un hasard. Bien que les tritons figurent aussi dans ces histoires, dans la plupart des cultures, la sirène est une présence féminine puissante. Durant le Moyen-Âge, les marins voyaient régulièrement des sirènes. Christophe Colomb en personne note avoir vu 3 sirènes lors de son premier voyage aux Amériques en 1493. De par ce genre d'histoire, les sirènes occupaient une place de choix dans les traditions des marins. L'histoire la plus souvent répétée affirme que les sirènes séduisaient les marins et les tiraient dans leur royaume sous-marin. Elles étaient aussi censées faire éclater les tempêtes et couler des navires. Ces croyances avaient été accentuées par l'église médiévale, pour laquelle les sirènes étaient un emblème de vanité, de luxure et des dangers spirituels de la femme et de la sexualité. Après les océans, on va prendre un peu de hauteur et parler d'une créature qui a toujours hanté mon imagination, le phénix. Probablement la créature mythique de l'ère la plus connue, le phénix a ses origines dans l'Égypte ancienne. La légende a été développée par les auteurs grecs et romains et par les compilateurs de bestiaires médiévaux. Connu en Égypte sous le nom de Bénou, sur les hiéroglyphes, l'oiseau est à l'image d'un héron gris à longues pattes et une crête à 2 plumes. Parfois le Bénou arbore la coiffure d'Osiris, dieu qui meurt et renaît. Dans la mythologie d'Héliopolis, cité du soleil, le Bénou était l'âme du dieu du soleil Ré et était symboliquement lié au lever et au coucher du soleil, au cru annuel du Nil et au cycle de naissance, de mort et de résurrection. Le mot Bénou vient probablement du Vében qui signifie lever ou éclat. L'historien grec Hérodote décrit le cycle de vie du phénix égyptien qu'il compare à un aigle au plumage rouge et or. Tous les 500 ans, l'oiseau arrive à Héliopolis depuis l'Arabie en apportant les cendres de son géniteur. Il embaume ses restes dans un œuf fait de myrrhe et le dispose dans le temple du soleil. À la fin de sa vie, l'oiseau se bâtit un nid en rameaux aromatiques, s'y installe et meurt. Un petit ver émerge de son cadavre que la chaleur du soleil transforme en nouveau phénix. Les bestiaires du Moyen-Âge ont embelli la légende. Selon le bestiaire d'Aberdeen, un seul phénix existe à la fois qui vit jusqu'à 500 ans. À la fin de sa vie, il érige un bûcher en brindilles odorantes, s'y installe face aux rayons du soleil, attise le feu en battant des ailes et se laisse consumer par les flammes. Un nouveau phénix naît de ses cendres. Comme les Égyptiens, les auteurs chrétiens médiévaux ont vu dans ce mythe un symbole de résurrection et l'espoir d'une vie après la mort. On va s'attaquer à un peu de surnaturel et aux esprits avec cette nouvelle créature qui n'est autre que la Banshee. Personnellement, je crois à 100% à son existence. Dans la mythologie celte, la Banshee est un esprit messager féminin et augure de mort. Une Banshee est généralement vêtue de blanc ou de gris. Elle peigne parfois sa longue chevelure blonde avec un peigne en argent ou lave les vêtements de la personne sur le point de mourir pour en enlever les taches de sang. Elle annonce sa présence avec un cri si perçant qu'il peut briser le verre. Selon les croyances populaires irlandaises, quand un membre de l'une des grandes familles du pays va mourir, une Banshee apparaît pour annoncer son trépas. En 1642, Lady Fanshawe, la célèbre Dame du Lac du poète éponyme de Sir Walter Scott, avait été réveillée dans la nuit par une apparition fantomatique gémissant sous sa fenêtre, alors qu'elle était en visite chez un baron. Le matin, elle avait appris qu'un membre de son hôte était mort dans la nuit. Passons dès à présent à des créatures qui auront prochainement une vidéo qui leur sera dédiée. Je parle bien sûr des fées. Je serai court et rapide à leur sujet car il y a beaucoup
beaucoup trop de choses à dire. Bien que les poètes et les dramaturges les aient surtout décrites comme des créatures minuscules, d'autres traditions affirment qu'elles sont de haute taille, angéliques et rayonnantes. L'origine du mot fée étaye cette dernière description. Une autre théorie de leurs origines dit que les fées sont des anges déchus, êtres divins piégés entre le ciel et l'enfer, dont le caractère est un mélange de bienveillance et de méchanceté. Les habitants de l'Angleterre élisabéthaine craignaient les fées et prenaient des précautions contre elles, dont le port des vêtements à l'envers et le détour fait pour ne pas s'approcher des lieux où elles étaient censées se réunir. Direction le Japon avec une de mes créatures chouchou que j'espère un jour rencontrer dans ma vie. Je parle bien sûr du kitsune. Le folklore japonais inclut plusieurs types de métamorphes animaux surnaturels désignés collectivement par le terme obake. Ces êtres dont les tanuki, donc ratons laveurs, les zébis, serpents, les mujina, blaireaux, les bakeneko, les chats, les okami, les loups et les tsuchigumo, les araignées, vont d'illusionnistes malins et apparitions fantomatiques aux monstres terrifiants et prédateurs. Parfois, tous ces attributs sont combinés en un obake, comme c'est le cas du kitsune, l'esprit renard. Nombre des kitsune sont sages et bienveillants, d'autres méchants ou malicieux. Les kitsune ont l'air de renards ordinaires, mais à plusieurs queues, au maximum 9. Plus un kitsune a 2 queues, plus il est vieux et puissant. Selon quelques contes, seul un kitsune âgé de 1000 ans a 9 queues. Un kitsune qui a vécu plus de 100 ans devient capable de prendre forme humaine. D'habitude, il place une large feuille ou un crâne sur sa tête et se transforme en belle jeune fille ou un homme plus âgé. Dans le Japon médiéval, on pensait que toute jeune femme rencontrée seule au crépuscule pouvait être une kitsune. Les kitsune ayant pris forme humaine révèlent souvent leur vraie nature en s'avérant incapables de cacher leur queue ou de par leur ombre pareille à un renard. Et on arrive déjà au dernier de cette vidéo et je vais évoquer très rapidement car lui aussi aura une très grande vidéo à son sujet. Je parle de ma créature mythique légendaire préférée, le dragon. Ah mon dieu, rien que de prononcer son nom, ça me donne des frissons. Excusez-moi. Et je vais uniquement vous parler d'une légende grecque car je veux garder toutes les infos pour la vidéo qui arrivera prochainement. Les dragons sont probablement les animaux fabuleux les plus connus. Sous diverses formes, les dragons sont présents dans la mythologie et les contes de toutes les cultures du monde. Le terme dragon vient du grec drakon, qui signifie « qui regarde fixement ». Dans un mythe grec ancien, possiblement adopté par les Grecs à partir de sources du Proche-Orient, un dragon gardait le jardin des Hespérides. Le jardin était consacré à la déesse Héra, épouse de Zeus, le roi des dieux, offert à eux en cadeau de mariage par la déesse de la terre Gaïa. Sur l'un des arbres du jardin poussaient des pommes d'or conférant l'immortalité à ceux qui les mangeaient. Autour de la base de l'arbre était enroulé son gardien, le dragon Ladon, qui ne s'assoupissait jamais. Les représentations de Ladon gardant des pommes d'or ornent souvent les vases grecs. Le héros grec Héraclès tua Ladon pour voler les 12 pommes d'or, ce qui était l'un de ses 12 travaux. C'est ainsi que s'achève cette délicieuse vidéo consacrée aux créatures mythiques. Dites-moi en commentaire quelles sont vos créatures favorites et n'hésitez pas à me proposer des sujets de ce type, cela m'aidera pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que c'est pas parce que l'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Ces créatures sont autour de nous, certaines sont bienveillantes, d'autres souhaitent nous faire du mal. Allez, salut à tous.